Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Boucaud. Je fais partie du projet GEMAC, un projet open source. Je pense que je connais la plupart d'entre vous ce soir. Merci aux organisateurs de ces meet-up, Paris Vidéothèque, qui nous invitent régulièrement et qui nous donnent la possibilité de nous exprimer sur des sujets. Et puis merci à Célexis qui nous invite très gentiment ce soir. Nicolas m'a proposé de faire un petit point sur ce qui s'est passé à l'IBC cette année. On a un petit comité, donc ce que je vous propose, on va passer un petit peu les dizaines de slides avec différents thèmes qui, selon moi, ont été un petit peu importants cette année à l'IBC. J'espère qu'on pourra échanger ensuite sur le sujet. Moi, je suis un ingénieur de formation, je vais programmer les salons, c'est pas trop mon truc. Marcher des dizaines de kilomètres dans des airs climatisés avec énormément de gens, c'est pas trop mon truc. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très positif sur l'IBC, c'est que de ma perception personnelle, il y a de moins en moins de gens à l'IBC. Je pense que ça, c'est les chiffres officiels. Les chiffres officiels, évidemment, il y a toujours plus de monde chaque année, ça s'arrête jamais. Mais par contre, quand vous êtes dans les allées, quand vous étiez dans les allées cette année, ça c'est une photo qui a été prise sur une des coursives qu'il y avait autour du hall numéro 1, c'était pas cette année, mais c'était cette année, mais c'était une des choses que vous voyez, c'est-à-dire des allées assez éparses, où finalement j'ai croisé pas mal d'entre vous dans des allées, on a pu échanger assez tranquillement. Une des remarques que tout ça m'inspire, et puis la présence d'acteurs un petit peu différents. Il y a quelques années, on a eu beaucoup de startups. Là, on a des nouveaux acteurs. On a vu Facebook qui était installé dans l'entrée du hall 14. C'est qu'on a, bref, il y en avait beaucoup d'acteurs dans les halls 6-7, et puis dans le hall 10 aussi, qui présentaient des solutions full IP. On en a discuté un petit peu plus tard. Je trouve que ce qu'on appelle la commoditisation, c'est en train d'arriver en masse dans la vidéo. Il y a encore une dizaine d'années, compiler un programme complexe et faire tourner sur un système d'exploitation avec des cartes, c'était compliqué. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous vendent du logiciel, qui vous disent la liste des cartes qui sont compatibles, vous achetez votre châssis chez qui vous voulez, vous le branchez et c'est censé fonctionner. Pour moi, le sujet qui a été le plus important, alors c'est évidemment, il y a un petit peu d'affect là-dedans, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est la latence. Je pense qu'il y a encore quelques années, on avait des latences lors de 20 à 45 secondes, et ça continue à être le cas, je pense, sur les gros services. Entre le début de la diffusion et puis le moment où les viewers voyaient la vidéo, je pense qu'on n'a pas les mêmes contraintes en broadcast qu'en OTT. Et quand on pense aux fondamentaux, il n'y a pas de raison qu'on soit plus lent en OTT qu'en broadcast. En broadcast, on a des contraintes, en particulier pour ceux qui connaissent un petit peu le multiplexage ou que j'ai eu la chance de former, il y a une différence temporelle entre l'audio et la vidéo qui est incompressible. Et puis forcément, on a des liens qui coûtent extrêmement cher en broadcast, donc on est obligé d'avoir une compression qui est très performante. Et pour avoir une compression qui est très performante, on est obligé de regarder en avance ce qui va se passer dans le signal, c'est-à-dire induire un retard. Donc il y a un retard au niveau broadcast qui est de l'ordre de 5, 6, 7 secondes, mais les professionnels du broadcast ici. En OTT, on n'a pas particulièrement ces contraintes. Évidemment, on paye la bande passante, donc c'est important de bien compresser. Mais finalement, on peut se permettre de compresser en VBR et de mettre plus de bits de manière quasiment illimitée sur les frames qui le nécessiteraient, puis de laisser de l'autre côté les clients, les players, switcher vers des qualités inférieures s'ils n'ont pas tout simplement pas accès à cette quantité de bits. Pourquoi c'est important la latence en OTT? Je pense qu'un des reproches qui a été fait sur pas mal de services OTT, notamment les services de sport, c'est que quand on roule les box avec TV en leur temps, c'est que quand on regarde des événements sportifs, on est au courant qu'il y a des buts, parce qu'on entend ses voisins qui sont en train de écouter la radio ou en train de regarder maintenant la TNT, crier pour les buts ou pour les actions. Et ça, c'est franchement pas top. Du coup, nous on a travaillé là-dessus, on a vu pas mal de démos aussi à l'IBC de gens qui avaient travaillé dessus, je pense que c'est un problème plutôt réglé et ça permet aussi d'ouvrir un certain nombre d'usages plutôt intéressants
recevez le signal via le podcast et vous pouvez recevoir des informations complémentaires synchronisées via le broadband. Donc ça peut être des commentaires supplémentaires, un flux d'amélioration qui vous permet de passer en 4K, en HDR, etc. Un autre sujet qui était très à la mode l'année dernière, c'était tout ce qui était VR 360. On a vu un déferlement de startups l'année dernière qui proposaient des casques, des caméras, du logiciel, qui essayaient de proposer des infrastructures de streaming. Malheureusement, je pense que depuis le début de l'année, on est face à ce qu'on appelle un reality check, c'est-à-dire que les investisseurs qui avaient investi dans ces boîtes, ils sont en train de regarder s'ils vont remettre au pot ou pas. Le problème numéro 1, c'est la production de contenu. Je pense que ce n'est pas un secret pour vous. Et puis il y a une deuxième chose qui est, je pense, qui est arrivée en masse, c'est l'augmented reality. Donc cette capacité de mélanger la réalité avec des objets qui viendraient se mettre par-dessus. On a Facebook, Google, Apple qui ont sorti sur des SDK qui permettent d'ajouter du contenu. On avait aussi des Snapchat et consorts qui déjà permettaient de mettre des masques sur le visage, etc., qui sont des phénomènes assez populaires chez les jeunes. Et tout ça, c'est véritablement en train de décoller en termes d'usage. Du coup, la VR a un petit peu de plomb dans l'aile, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de boîtes d'être présentes et de présenter des choses que moi j'ai trouvé plutôt intéressantes, que ce soit au niveau de la production. Alors, c'est pas trop mon domaine, donc je ne peux pas forcément commenter plus avant, mais il y avait un certain nombre de gens qui présentaient des workflows complets de construction de contenu VR et qui expliquaient un petit peu où était le surcoût et quels étaient les compromis qu'il fallait faire. Le second point, c'est il y a un problème avec les casques aujourd'hui. C'est que clairement, pour ceux qui ont déjà essayé les casques, la résolution elle est insuffisante. Ce que vous voyez, c'est déjà la grille, et puis vous voyez ensuite les pixels. Il peut y avoir de latence, etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des casques qui nécessitent du temps et de l'argent. Je pense que ce n'est pas les fabricants de casques qui décident de fabriquer les dalles, il y a quand même beaucoup de technologie derrière. Et cette année, on a commencé à avoir des casques 8K arriver. Il y avait une start-up israélienne dont le nom ne me revient pas maintenant qui parlait justement de toutes ces technologies d'encodage et qui étaient sur la 8K et au-delà, et qui venait faire une levée de fonds. Et puis il y a ce casque, Pimax, qui a fait une très belle campagne sur Kickstarter et qui a dépassé le $1 million pour fabriquer un casque. C'est un petit peu un Oculus bis, on espère que ça permettra de voir de l'innovation. Et puis il y avait un troisième point, c'est que tout le monde se demandait comment faire pour transporter des vidéos avec une résolution aussi importante. Aujourd'hui, on est en train de parler de vidéos en 8K, potentiellement avec des technologies un petit peu complexes, soit il fallait du multi-décodage sur des devices mobiles, ou alors il fallait des technologies de transport qui sont déployées nulle part, qui ne sont pas reconnues, notamment quand vous décidez d'essayer de pousser sur certains CDN qui vous imposent des process de qualification pour faire leur tambouille en interne. On n'arrivait pas à pousser le contenu. Je ne vais pas bouger, Olivier. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. C'est un mal pour un bien. C'est pour éviter les problèmes. Il y a une chose qui est assez intéressante, vous connaissez probablement le Dash Industry Forum. Maintenant, il y a un VR Industry Forum qui est guidé par des gens de TNO, donc opérateur national, broadcaster national hollandais, des gens qui ont fait une spin-off qui s'appelle Time Media et qui est basée justement sur l'envoi de vidéos. Donc la vidéo est découpée en tuiles et on envoie les tuiles qui sont dans le champ visuel en haute résolution, et puis les autres sont envoyées en basse résolution de manière à ce que si vous fassiez un mouvement de tête un petit peu brutal, vous ayez de la vidéo, et puis ensuite on switch vers la haute vidéo, toujours dans le champ de vision. Tout ça, ça a été mis dans un document sous forme de guidelines. Ça s'appelle un draft, mais moi, je trouve que c'est un document qui fait déjà 150-200 pages et qui est assez complet, donc si c'est des sujets qui vous intéressent, ça peut fonctionner. Une autre chose aussi qu'on a vu par rapport à ces casques, il y a beaucoup de gens qui disent « moi je ne me vois pas porter un casque tout le temps dans ma vie, etc. » Il faut savoir qu'il y a des domaines professionnels dans lesquels ça marche très bien. Et il y avait des gens à l'IBC qui faisaient des démonstrations justement avec du streaming vidéo où on portait un casque, on était de manière professionnelle déporté
Donc les usages, c'est sécurité, militaire, chirurgie, etc. Il y a aussi d'autres choses qui marchent, c'est tous les dispositifs qui sont moins intrusifs, alors les dispositifs d'AR, les smart glasses, et puis évidemment tout ce qui est compagnon. Vous regardez votre télévision, si vous avez une latence qui est suffisamment contrôlée, vous pouvez synchroniser votre tablette avec votre téléviseur de manière ultra fine. C'est démontré depuis plusieurs années sur le stand du DVB avec HWTV2. Et ensuite, vous pouvez accéder par exemple à la vision 360 du plateau sur lequel est faite l'émission, ou un accès à des choses dont les gens qui ont le contenu seraient en train de parler. Un sujet qui était très à la mode cette année, c'était tout ce qui était intelligence artificielle, réseau de neurones, speech to text, reconnaissance en tout type, faciale de personnes, de doigts, voilà, des choses toujours avec des superlatifs. Le principe, c'est de dire aujourd'hui, on a des algorithmes, une puissance de calcul disponible qui est phénoménale. Il y a des gens qui possèdent des réseaux pour le monétiser. On a beaucoup utilisé de la publicité traditionnelle, peut-être que vous la connaissez, avec des bannières cliquables, pas cliquables, de la vidéo en pré-roll, et pas qu'en pré-roll d'ailleurs. Alors, on en a vraiment de tout type. On est en train de basculer ces publicités de la partie player, où malheureusement ils sont arrêtés par les adblockers vers le server-side. Et tous ces gens disent qu'on a d'autres moyens de monétiser ce contenu. Déjà, si vous passez par des régies publicitaires qui possèdent beaucoup de données sur vous, et ben nous, on est capable de regrouper les informations pour identifier les gens, même si c'est formellement interdit, mais ils peuvent regrouper le profil des gens, prendre du contenu également qui serait à l'intérieur de la vidéo. Typiquement, c'est ce que démontrait Microsoft depuis un petit moment. Il vous propose de prendre votre vidéo et d'extraire un certain nombre de mots-clés, voire en fait l'intégralité du texte, parce que c'est ça qu'ils savent faire. Et à partir de là, taguer des mots-clés, et une fois de plus, si vous avez le profil de l'utilisateur, vous savez de quoi parle la vidéo, vous pouvez faire de la publicité qui est beaucoup plus ciblée que ce qu'on est capable de faire jusqu'à aujourd'hui, ce qui veut dire que la valeur de la publicité est supérieure. Donc on est toujours dans une logique de faire de l'argent à partir des données du contenu et puis des données de l'utilisateur. Personnellement, je trouve ça toujours un petit peu, je trouve ça très intéressant toutes ces avancées, même si je pense que, étant donné la puissance technologique qui est déployée pour faire ça, on est probablement encore quelques années en avance de phase. Mais il n'y avait pas un mot sur la data privacy, etc. Je trouve ça toujours un petit peu dommage que l'utilisateur soit vraiment réduit à un consommateur. C'est un petit peu dommage. Et pour ceux qui étaient là et qui ont eu la chance d'y aller, j'ai pas de photo malheureusement, mais il y avait un stand de prospectif très intéressant de Nokia qui essayait de se projeter en 2025 et qui montrait un petit peu l'état dans lequel ils imaginaient la vidéo en 2025 et évidemment toutes ces questions d'intelligence artificielle, d'apprentissage et de metadata étaient fortement mis en avant pour la personnalisation de l'expérience vidéo. Bon, un des thèmes, vous avez vu Mark Hodson dans sa keynote qui nous a fait un exposé sur le HDR. Je crois qu'il y avait un peu de retenue sur la HDR parce que les gens qui font de la HDR ont compris que montrer deux écrans, un avec HDR et l'autre sans HDR, c'était un petit peu compliqué pour la majorité des gens de voir la différence. Je pense que une démo qui était vraiment bien, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu la chance d'être invités ou qui sont allés par eux-mêmes à Roland Garros et qui ont visité le lab. Moi, une des choses qui m'a choqué, c'est que pour la première fois, on pouvait voir à la télévision la même chose que ce qui avait été filmé en extérieur. Vous aviez le terrain de tennis, vous aviez une chaîne de production qui était en interne dans les labs de France Télé, et vous aviez une télé qui vous montrait du SDR, deux télévisions qui lui montraient du HDR, un qui était le traditionnel HDR10 avec des métadatas statiques et un qui était du Dolby Vision avec des métadatas dynamiques. Clairement, entre le SDR et le HDR, vous voyez les différences. Clairement, quand vous regardiez la télé en HDR, vous vous demandiez ce qu'on vous a montré pendant toutes ces années.
Clairement, tout ce qu'on a regardé pendant... moi je suis trop vieux, je suis trop jeune, je ne sais pas depuis quand on fait ce genre de choses, mais clairement, ce qu'on vous montre à la télé, c'est pas ce que la personne qui a créé le contenu a voulu vous montrer. Ça y ressemble, mais quand vous le voyez, je pense qu'il y a des gens qui peuvent devenir complètement fous. Et peut-être la chose intéressante pour ceux qui se posent la question, et j'ai reposé la question à des experts du sujet, notamment des gens qui ont travaillé sur des projets collaboratifs comme Forever, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, la différence entre du HDR10 avec des métadatas statiques et des technologies comme HDR10 qui a un lien avec HDR10+, ou Dolby Vision, elle n'est pas évidente pour le commun des mortels. Voilà. Il faut être dans des conditions de laboratoire pour voir la différence. Voilà. C'est ce que j'ai écrit, je pense que c'est plus une question de fidélité et d'essayer de retranscrire ce que la personne qui a produit le contenu a bien voulu vous montrer. Je pense que c'est ça qui est important sur le HDR, et malheureusement, ce n'est pas comme ça que c'était présenté. Bon, une autre chose qui est très à la mode, c'est tout ce qui est software defined et IP. Je pense que ça fait des années qu'on circule là, dans ce couloir qui doit relier le hall 2 ou 3 jusqu'au hall 8, et puis qu'on voit marqué SDI is dead. Bon, je pense que pour tous ceux qui sont sur un peu de prod et qui manipulent du matériel, SDI n'est pas dead. Il n'est pas dead. Donc c'est toujours très rigolo, et puis quand on discute avec les clients qui nous disent mais quand est-ce qu'on transitionne vers l'IP, aujourd'hui ils ont un tas de câbles dans des boulottes absolument affreuses, et puis s'imaginent que quand ce sera en IP, ils ont une prise, ils vont brancher, puis ça va marcher de manière magique. Hein. Je pense que pour ceux qui ont fait des expérimentations, malheureusement, sur ces câbles-là aussi, on a des limitations de débit, et puis il faut savoir ce qu'on fait circuler. La dernière trouvaille étant de mettre du SDI sur l'IP. C'est à l'heure trouvaille. Donc on change le connecteur, on met le même protocole en dessous, et tout ça, tout le monde est. Une des choses qui est, puisque je suis dessus, c'est le point qui s'appelle IP. Il y a un grand nombre de standards qui sont en train de sortir. Pendant qu'on était à l'IBC, il y a eu deux standards qui parlent du transport des essences, c'est-à-dire des flux audio et vidéo de manière séparée, puisqu'on avait le transport multiplexé, et puis des questions de synchronisation aussi au niveau de la production, qui ont été standardisées. Parmi les choses que moi j'ai trouvées assez intéressantes, bon déjà quand on va à l'IBC maintenant on voit plein de petites boîtes qui viennent de partout dans le monde et qui proposent des offres OTT sur étagère. Vous avez besoin de déployer du contenu, vous voulez acheter du contenu, vous voulez le rediffuser, vous voulez monter votre propre chaîne de TD. Aujourd'hui, pour pas très cher, vous trouvez des fournisseurs qui vous fournissent tout ce dont vous avez besoin, la monétisation, les DRM, votre stockage, etc. Une autre chose, moi, qui m'a marqué, il y avait un meet-up open source qui est organisé chaque année, c'est le samedi à 16h chaque année, sur le stand de l'EBU. Et j'ai été pas mal épaté par la capacité des chaînes présentes, évidemment, principalement des adhérents de l'EBU, à essayer d'innover en utilisant des outils open. Ça, je pense que c'est assez nouveau. On avait déjà de l'open source, on avait utilisé TPMPEG, pour ceux qui sont côté production, il y a Gaspard CG aussi qui est pas mal utilisé. Là, on commence à avoir des gens qui commencent à valider toutes les cartes SDI, en l'occurrence, commencent à valider toutes les cartes SDI pour avoir des drivers, qui proposent de faire toutes sortes de mélanges, toutes sortes de production de contenu, etc. Tout ça sur IP, potentiellement scalable. Je vais passer au quatrième point directement, du coup, la scalabilité. Je crois que en termes de software, les gens, maintenant, ils voient le cloud, c'est assez nébuleux dans leur tête, et ils s'imaginent que, comme il y a le cloud, ils vont faire des microservices. Ils vont prendre toute leur chaîne de production, la tronçonner en petits morceaux, et puis quand ils auront plus de chaînes, ils vont cliquer sur un bouton, puis de manière tout à fait magique, produire un flux ou produire 1000 flux, ça va se faire de manière automatique. Je pense que nous, on a expérimenté pour des clients sur ce genre d'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure qui marche le mieux, c'est quand vous avez tout sur un seul serveur que vous diffusez, et quand vous faites tout le processing sur un seul serveur, on a des serveurs très puissants aujourd'hui qui ne sont pas très chers. Dès que vous commencez à avoir une infrastructure distribuée, vous ouvrez la porte à des bugs qui ne devraient simplement pas exister. Et forcément, vous augmentez aussi les coûts de vos développements et de la maintenance, puisque vous utilisez beaucoup plus de technologies différentes. Donc je pense que je ne dis pas que c'est une totale aberration, parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est adapté,
mais je pense qu'on en parle un petit peu plus que nécessaire. Une des autres choses, c'est tout ce qui est commodity hardware, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, il y a nos confrères open source comme Broadcast Encoder, comme Broadcast Systems, qui proposent notamment un encodeur broadcast en installant directement leur logiciel, donc ils vous fournissent quasiment une distribution Linux. Vous achetez, c'est compatible avec un certain nombre de cartes, XDI, ASI, etc. Vous l'installez, vous achetez votre serveur, vous l'installez dessus et ça vous permet d'être totalement autonome, sachant qu'il y en a beaucoup qui se sont mis du côté de la contribution et qui permettent de faire de la contribution sur des événements relativement modestes, ce qui est toujours positif parce que ça élargit le spectre de la vidéo et en tant que passionné de vidéo, je trouve ça très bien. Le dernier point dont je voulais parler, parce qu'il était en filigrane un petit peu partout, même si l'IBC c'est un événement majoritairement européen, il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent. Et puis bon, évidemment, la NAB, on en a beaucoup parlé, c'est la TSC3. Il y a beaucoup de changements aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils sont en train de passer de la TSC1 à la TSC3 parce qu'ils ont décidé de ne pas faire la TSC2. La TSC3 leur dit qu'il va falloir lisser du broadcast et de l'IP. Alors avec un certain nombre de protocoles qui ne sont pas trop maîtrisés, un qui s'appelle MMT, qui est fait par MPEG et qui est censé être le successeur de MPEG-TS. Pour l'instant, on attend de voir, il y a les Coréens qui ont essayé de le déployer, ils n'ont pas trop réussi, on va résumer ça comme ça. Sinon, c'est du MPEG-Dash. Du MPEG-Dash sur du broadcast, je pense que des gens qui sont suffisamment vieux pour avoir connu Flute, les premières versions d'HBTV savent que malheureusement, c'est pas évident. Et puis il y a d'autres choses qui leur tombent dessus en même temps, c'est qu'ils veulent se débarrasser des SDI pour faire de l'IP, ils veulent basculer de la HD vers la 4K, ils avaient fait des trials, ça s'était très bien passé, mais quand ils ont acheté du matériel 4K, ils se sont rendus compte qu'il fallait reformer tous les gens qui faisaient les prises, parce que le matériel n'était pas calibré de la même manière. Donc aux États-Unis en tout cas, il y a une zone d'incertitude, et ça se voyait très bien dans des discussions qu'on pouvait avoir avec les interlocuteurs américains, qui savent qu'ils ont face à eux une montagne de changements. Et si on en parle ici, c'est parce que cette montagne de changement, les prochains, c'est probablement des DVB via les DVB Next, des tasks, enfin les futurs tasks de DVB industriels qui essayent de réfléchir à comment DVB va répondre à la TSC3, qui aujourd'hui est déployée en Corée du Sud, commence à être déployée, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de boîtes coréennes qui le déployaient. Voilà, ça c'est champ inconnu. Peut-être un petit point qui n'est pas trop mentionné sur l'article de blog que j'ai écrit, c'est les standards. Je pense qu'on a été tous pas mal déstabilisés par ce qui s'est passé sur HEVC, puis ensuite sur PEC-Dash avec ces histoires de brevets. Il y a toujours eu des brevets. Je crois que c'est pas la seule chose qui est un petit peu choquante et qui se passe. Vous avez peut-être vu que Dolby AC3 est tombé dans le domaine public aussi. Et pour ceux qui ont lu ce qui s'était dit, on a vu des grands médias de notre domaine qui ont dit c'est la fin d'AC3, c'est la fin du MP3, c'est la fin de MP2, puisque MP2 a également 21 ans maintenant, mais au bout de 20 ans, ça tombe dans le domaine public. Faut pas se leurrer, à partir du moment où il n'y a plus de brevet, justement, c'est l'ouverture, vous n'avez plus à payer à quiconque pour utiliser ces technologies. Aujourd'hui, vous utilisez la vidéo MP2, vous n'avez pas à payer un quelconque fee à quiconque. MP2TS, c'est la même chose, AC3, c'est la même chose. Donc, pour tous les gens qui font de la C3 pass-through, je pense qu'il est parti peut-être du poids qui se lève sur leurs épaules, même si en lisant les médias, ils ont une impression un petit peu différente. Puis, il faut dire que Dolby sont très forts, ils ont beaucoup d'avocats et ils arrivent à faire très peur en vous expliquant qu'ils ont réussi à insérer des brevets dans une technologie qu'ils ont fait breveter par un patent pool il y a plus de 20 ans, donc ça c'est un autre problème. Moi, ce qui me pose souci par rapport à ça, c'est que ça fait plusieurs années que certaines personnes suivent ces brevets tombent dans le domaine public, ce qui permet l'émergence de nouvelles technologies, et ça c'est très positif. Simplement, il y a beaucoup de boîtes qui décident de monter des codecs propriétaires. Il y a quelques années, c'était ici. Quand les codecs MPEG 2 ont commencé à tomber en désuétude, on a vu Venova se lancer, une technologie propriétaire qui est assez opaque pour la plupart d'entre nous. On a vu aussi donc, SRT qui a un protocole de transport basse latence, mais quand vous lisez à l'intérieur du document, il y a un certain nombre le fait qu'un certain nombre de codecs liés à MPEG soient tombés dans le domaine public, évidemment, ça permet l'émergence de ce genre de standards qui aujourd'hui sont gratuits, mais sur lesquels on n'a aucune garantie, ni au niveau des brevets, ni au niveau du coût d'une éventuelle licence. Vous avez également, peut-être pour
ceux qui ont suivi, là, sur l'IBC, des gens d'une division de... je ne me souviens plus, c'est peut-être Ericsson, non, je ne sais plus. Enfin, je suis désolé, je ne me souviens pas, mais Dividéon, je crois, des gens qui ont pris AVC, qui ont pris la liste des brevets qui étaient dessus, qui ont regardé quels étaient les brevets, donc AVC qui a été standardisé on va dire entre 2001 et 2003, la finalisation, donc c'était déjà entre 14 et 16 ans. Donc il y a pas mal de brevets qui sont même antérieurs, qui sont tombés dans le domaine public, ils ont pris AVC et ils ont modifié dans l'AVC ce qui pouvait poser problème. Ils essaient de construire quelque chose de différent par rapport à HEVC. Moi j'ai mis cette image de cargo avec des containers. Peut-être que vous connaissez l'histoire des containers. Avant, il y avait des gens qui étaient payés pour charger et décharger les bateaux et qui devaient faire des puzzles. Et puis un jour, vous avez une société qui est venue et qui a dit moi, ce que je décide de faire, c'est de transporter ce que vous avez à transporter et je peux en transporter plus par bateau. Et ça a été rendu possible parce qu'ils ont donné une taille exacte à chacune de ces boîtes. Et à l'époque, c'était assez extraordinaire, ils ont posé un peu dessus et ils ont fait beaucoup d'argent. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'imaginerait pas vivre sans avoir ces technologies de containers existantes. Donc, ces standards ouverts qu'on a, c'est un bien commun dont on a besoin aujourd'hui pour faire grossir notre infrastructure. Voilà, c'est un petit peu mon mot sur ce sujet qui me tient à cœur. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus ou lire l'article, je vous ai mis l'URL et puis sinon je serais très content d'échanger avec vous. Bravo. Dans ta slide sur les tendances hardware, il y en a il y a un bullet point qui parlait de GPU, ASICS et FPGA et la migration vers le cloud. C'est quoi ta vision de ce mouvement-là en ce moment? Alors la question c'est à propos donc, du point numéro 5 sur la migration GPU, FPGA, ASIC dans le cloud. Je pense que pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le cloud, la disponibilité des GPU dans le cloud, ça a été un game changer, ça a permis tous les process d'apprentissage qui sont massivement parallèles. Ça a permis de miner du Bitcoin, même si les gens qui minent le Bitcoin aujourd'hui ne sont pas trop sur le cloud, ils ont plutôt tendance à acheter du matériel. Et puis on a eu, nous, de notre côté, d'abord ça a commencé par du remote desktop, et puis maintenant on a accès à des machines qui ont une capacité d'encodage tout simplement stupéfiante. Moi j'ai des clients qui ont une vingtaine de chaînes sur une seule machine. C'est rien qu'en utilisant des encodeurs de NVIDIA, qui sont disponibles dans le cloud chez Amazon par exemple. Donc il y a un vrai game changer du fait que ça arrive. Alors c'était disponible, je ne me souviens plus des noms, mais il y avait des providers cloud qui proposaient déjà ça. Mais le fait qu'il y ait des drivers qui permettent la virtualisation, ça ouvre le champ. Et il faut, je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, les encodeurs qui sont proposés par exemple sur les GPU, un CGPU, donc vous faites 20 chaînes dessus, vos 20 chaînes multi-transcodées, vous le faites, le GPU coûte $4000. Et quand vous faites des... Donc évidemment, il n'y a pas ces contraintes broadcast, vous n'allez pas l'utiliser pour envoyer des signaux sur satellite, ça c'est clair. Mais quand vous faites de l'OTT, vous faites des mesures de qualité, typiquement, la dernière génération de NVIDIA, moi j'ai des mesures de qualité avec VMAF, la mesure de Netflix, qui est meilleure que tous les encodeurs broadcast qu'on a pu tester par ailleurs. Donc ça fait se poser des questions sur toujours ce phénomène de commoditisation. Avant, il fallait payer $40 000 pour transcoder une dizaine de chaînes en ayant une appliance. Maintenant, vous allez louer, selon votre utilisation, une carte graphique qui en fait coûte $4000. Vous allez payer maintenant à la seconde, puisque Amazon a livré et vous allez pouvoir avoir une qualité d'encodage à peu près similaire. Pour ce qui est du FPGA, Amazon a annoncé les instances F1 il y a quelques mois déjà, et on a vu des applications très intéressantes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les FPGA sont des processeurs reprogrammables. Donc typiquement quand vous voulez faire une puce, faire un ASIC, une puce, pour la faire, ça coûte plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Vous faire une plaque, comme un master de CD, vous êtes obligé de faire une plaque, un wafer, enfin, ce qui va vous permettre de faire des wafers, ça coûte extrêmement cher de fabriquer ce genre de plaque. Donc généralement ce qu'on fait, c'est que l'on fait du câblage un petit peu à la main sur un circuit reprogrammable, et ces circuits reprogrammables, ce sont les FPGA.
On a deux grands fabricants, Altera et Xilinx, deux fabricants américains, et je crois que c'est Altera qui a été racheté par Intel récemment. Donc avec cette possibilité assez ouverte d'avoir du FPGA et du CPU sur le même die, ou en tout cas en interconnexion, jusqu'aujourd'hui c'est pas vraiment arrivé, mais ça pourrait arriver. L'avantage du FPGA reprogrammé, c'est que sur certaines tâches spécifiques que vous programmeriez, vous pouvez être plus performant et un petit peu plus efficace énergétiquement, même si ce n'est pas forcément votre but, qu'en utilisant des CPU. Il y a quelques années, quand Atem était leader sur le marché de la contribution et avait le meilleur encodeur, ils utilisaient des FPGA sur leur encodeur. Il y a un rapport en arrière, c'est rigolo parce que je me disais qu'il y a 10 ans, il y a des sociétés qui vendaient des encodeurs en mettant des cartes graphiques dedans, en disant que c'était le meilleur. Tout le reste des encodeurs avaient des FPGA et tu les avais à la maison. La génération d'après, on me dit non, mais tout ne sera que software et t'as plus besoin de machine, allons dans le cloud. Aujourd'hui, on te fout tout le hardware que tu avais chez toi dans le cloud en disant c'est l'avenir. On est juste revenu au point de départ et on n'a pas mis les machines au même endroit. Pas ça, il n'y a pas de révolution, mais juste que maintenant, avec l'arrivée de la 4K, tout ce qui était soft, on t'a dit bah non, il faut un accélérateur graphique, il faut ceci, il faut cela. Donc c'est pas du progrès, c'est du business. On a Tout à fait. Philippe, la différence c'est comme pour la voiture. Avant, il y a 10 ans, la voiture tu l'achetais, maintenant tu la loues avec tous les financements. Non, tu la loues. Là c'est pareil, le hardware tu l'achetais, tu l'avais chez toi, maintenant c'est le même hardware que tu le loues. Puis maintenant, en fonction de ton modèle, louer des fois ça te revient bien plus cher que acheter. Ah, bien sûr. Donc ça c'est parce qu'il y en a qui font très bien leur boulot et qui font passer des dossiers pour des lanternes. Quand on dit que c'est vachement bien, c'est parce que vous faites bien votre boulot. Non, ça Mais vaut le coup. ça reste pas prouvé que de louer ça coûte moins cher que d'avoir. Loin de là. Tu as la disponibilité, l'immédiateté. Après, sur quel terme. Mais ça, c'est le. Donc en réalité, on est pareil qu'il y a 10 ans. Une fois qu'on aura réglé ça, on va arriver avec la 16K ou puis on va repartir pour un an. Mais dire qu'on fout des FPGA dans le cloud, alors que pendant des années, on a vu dans Tessoft, et on a dit non, les FPGA, il faut arrêter, c'est pas l'avenir, vous allez voir, tout est logiciel, donc du fond, c'est pas un souci. C'est pas assez savant. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis il y a toujours ce phénomène de pendule où nous on le voit parce qu'on est plus côté streaming. Il y a 10 ans, il fallait que ce soit le serveur qui décide tout. C'était le serveur qui décidait à qui streamer, à quelle vitesse, etc. Puis après on a dit attends, non, c'est pas possible, c'est pas le serveur. C'est le client qui sait ce qu'il reçoit. Donc on a rebasculé de l'autre côté. Puis aujourd'hui on dit ah bah non, finalement le client ne peut pas tout savoir. Regardez, on a eu des stalls un petit peu pourris là. Ça aurait peut-être été bon à un moment pour nous envoyer une qualité un peu inférieure plutôt que d'avoir ce qu'on a eu sur la keynote de marque. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Puis sur le phénomène de location, ça fait bouger le CAPEX en OPEX. Oui. Et typiquement ça ouvre la possibilité à des acteurs qui eux n'ont pas les moyens d'investir, d'entrer dans le marché. Mais là, c'est plus technique. C'est un truc. Oui, totalement. Ils vont arriver à nous vendre des racks dans le cloud. Tu pourras louer des racks, tu pourras louer des prises virtuelles. Oui, ce que tu vas louer, c'est en fait l'accès sécurisé jusqu'à ce cloud, puisque Internet n'étant pas particulièrement fiable pour faire de la vidéo, le but c'est d'aller du point de production vers un réseau privé, du réseau privé jusqu'à un endroit qui est le plus proche de l'utilisateur final, et puis d'avoir le lien final sur Internet. Complètement. Et je ne conteste pas le modèle, hein. C'est juste qu'on revient aux vieilles méthodes, aux méthodes qui existaient déjà, puis qu'on les a déplacées. Ah, tout à fait. Et puis après, on a FPGA, fait ça croire fait aux fois que c'est neuf. et maintenant on est dans le cloud. C'est pas révolutionnaire, sauf que maintenant Intel met des jeux d'instructions dédiés à la virtualisation dedans. C'est ça l'innovation. Ton FPGA, elle est pas virtuelle. Non. Et ton GPU, il est pas virtuel. Donc, on a toujours un problème, le problème majeur de FPGA qui fait que c'est pas accessible, c'est qu'il n'y a pas d'outils ouverts. On a deux grands fabricants qui ont des systèmes entièrement loqués avec des, je ne sais pas combien de brevets, mais beaucoup de brevets. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outils open source qui vous fait dire que j'ai besoin d'un accélérateur massivement parallèle parce que j'ai inventé quelque chose de ne pas le faire. Vous êtes obligé d'avoir une ressource spécifique, d'acheter des licences, même si ça s'est un petit peu ouvert déjà il y a quelques années. Programmer des FPGA, c'est pas à la portée de tout le monde, alors que programmer un processeur un petit peu parallèle, ça y est. Et peut-être un petit mot sur les ASICs. L'avantage quand vous
fonder un chip, il y a plusieurs avantages. On vous force à faire du volume, mais ça coûte beaucoup moins cher, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Aujourd'hui, ça, quand vous avez un data center, c'est un argument. Je pense que pour ceux qui ont dû acheter des encodeurs et qui ont dû à les intégrer et les manager par eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'avoir des racks avec 10 000 watts par rack et en avoir 10, au bout d'un moment, ça pose un certain nombre de problèmes en termes de refroidissement, etc. Donc la baisse de la consommation, ça peut parfaitement faire sens. Et c'est vrai que par le fait, il y a quelqu'un qui... J'ai eu une discussion récemment sérieuse sur qui est en mesure de racheter qui aujourd'hui dans les écosystèmes. Je pense que la vérité, c'est que les gens qui possèdent des infrastructures, les gens qui fabriquent des clouds, sont aujourd'hui ceux qui sont les plus à même de racheter des acteurs si ça les intéresse. Et je pense que le rapprochement qui s'est fait par rachat d'Elemental par AWS, pour moi, c'est symptomatique de ça. Mais c'est un phénomène de commoditisation. Quand on enlève le CAPEX, on permet à tout un chacun de monter une startup qui est basée sur la vidéo et de proposer tous ces systèmes de TT on the shelf, etc. Après, avec des réussites plus ou moins faciles, parce que typiquement, on vous dit vous pouvez lancer votre chaîne de télévision que vous voulez, mais avec quel contenu? Puis si vous achetez du contenu, il faut toujours, il n'y a pas d'intéressant aujourd'hui au niveau d'Hollywood, donc il faut quand même des investissements massifs. Donc, le système n'est pas totalement ouvert, mais c'est vrai que ça fluidifie la barrière à l'entrée, on va dire. Ça peut t'enfermer pour la suite. Et ça peut totalement enfermer pour la suite. Ouais, ça, Mais si on parle en termes purement techniques, est-ce que tu penses que pour la 4K et la 8K, le GPU est encore une piste réaliste en termes de consommation électrique par rapport au FPGA? Et est-ce que tu vois pas un point d'inflexion pour qu'on aille plus vers le FPGA et moins vers le GPU? Moi, de ce que j'ai compris, c'est une question très intéressante. De ce que j'ai compris, aujourd'hui, le coût du transport, le coût de la plupart des infrastructures hardware qui ont été déployées par les gens qui possèdent des réseaux a été grossièrement amorti. Et quand vous achetez de la bande passante à des gens, ce que vous achetez, c'est quelque chose qui a été complètement commoditisé, c'est-à-dire le prix continue à baisser de manière mécanique, mais si vous venez négocier et vous lui proposez un prix, ce que vous payez, c'est pas le prix réel de la chose, vous payez un prix commercial. C'est la valeur faciale. Alors après, si les prix s'affaissent trop, il n'y a plus personne pour financer les infrastructures, et ça, c'est un problème. C'est passé dans les télécoms. Mais globalement, aujourd'hui, le prix du gigabyte, il n'y a pas tellement de. Il n'y a pas de vrai prix, le prix d'infrastructure est très bas. Et par contre, dans ce que j'ai dit sur l'AI et les metadata, etc., on commence à cibler les utilisateurs, le contenu, et on commence à proposer de la publicité qui est de plus en plus ciblée. Et évidemment, je suis comme tout consommateur. Fondamentalement, j'aime pas trop la pub, mais j'aime pas trop la pub surtout parce que je trouve que la pub elle est mauvaise. Voilà. Et je pense qu'on est dans un vrai phénomène de commoditisation. Et pour répondre au point que tu dis, je pense que dans pas très longtemps, la qualité de l'encodage, qui est déjà, je pense pas que ce soit les meilleurs encodeurs qui soient les plus vendus, parce que je pense que les tier one qui achètent les grandes quantités ont des contraintes, et la qualité est un critère parmi les autres, ça n'est qu'un critère. Je pense qu'au bout d'un moment, la qualité vidéo sera un problème. À partir du moment où il y a des progrès réguliers, on peut sortir déjà des puces qui font de la 8K, des 4K, de la 32K, on fait ce qu'on veut. Enfin, les processeurs sont de plus en plus grands. Si on met le prix, on peut déjà avoir ce qu'on veut, évidemment pas sur CPU x86, ça c'est un truc qui a été inventé il y a 40 ans et qui nous pose beaucoup de problèmes, mais je pense qu'avec des ASIC ou des FPGA suffisamment gros aujourd'hui, on est déjà capable de faire ça. Et le prix de la bande passante, au bout d'un moment, sera plus vraiment un frein. Tu parles de GPU FPGA ASICS, tu parles pas de 3, donc un CPU avec de l'accélération graphique, qui a un énorme intérêt. Ça peut s'appeler Moonshot chez HP, ça peut s'appeler VCH chez Intel, qui permet justement d'avoir la virtualisation possible grâce au CPU et l'accélération de la densité grâce au GPU. C'est pas quelque chose que tu as étudié, que tu as vu Si, mais alors le VCH, je l'ai pas vu cette année, mais on l'a vu les années précédentes, il y avait HP qui était sur le temps Intel. Moi, je suis un power user de ce genre de truc. Pour moi, QuickSync, c'est pas utilisable en prod. En termes de qualité, c'est pas bon. Après, sur la question des accélérateurs, il y a beaucoup, il y en a de moins en moins, parce que c'est de plus en plus, je pense, commoditisé, il faut être plus. Mais effectivement, des accélérateurs, ça peut être très intéressant pour décharger. Je pense que QuickSync, typiquement, est très intéressant en termes de densité et de coût. On
Donc si par exemple on est en train de faire du remote desktop, etc., ou des applications où finalement une perte de qualité temporaire n'est pas problématique, ça peut permettre d'abaisser. Il y a dans le 3, il y a aussi possibilité d'avoir accès aux instructions bas niveau d'Intel et donc d'intégrer au-dessus un vrai encodage vidéo. Et comme l'encodage vidéo d'Intel, c'est pas leur métier, qui permet d'avoir la qualité vidéo broadcast et la densité VCA. Alors oui, alors ça on l'a vu il y a quelques années justement, avec le Media Codec SDK, sous Linux, si j'ai bien compris, on peut accéder à une API de plus bas niveau qui permet de ne pas reposer sur l'encodeur pré-câblé en fait, pré-câblé de manière logicielle d'Intel, mais exploiter des petits morceaux hardware qui permettent d'accélérer certaines unités et de les recabler entre eux. Moi je trouve ça très intéressant et je sais qu'il y a des fabricants d'encodeurs, notamment Kipixo, qui proposent des encodeurs avec un niveau de densité qui est supérieur à ce que fait la concurrence grâce à ça. Après, personnellement, je ne suis pas qualifié pour dire quels sont les trade-offs qu'on fait en termes de qualité et du coup, quels usages ça permet d'adresser. Parce qu'une fois de plus, pour revenir à la remarque de Philippe, le CAPEX, c'est bien, mais quand on loue les machines ou quand on fait ce genre de compromis, si on paye, si par exemple, ça nous fait utiliser 15% plus de bande passante, peut-être qu'on va avoir une machine plus dense et qui va coûter moins cher, mais peut-être que les 15% de bande passante qu'on va utiliser en plus, le coût, in fine, va s'avérer pénalisant. Donc c'est toujours une question de choix, de trade-off. Après, il y avait des gens qui proposaient, peut-être aussi, tu fais mention à ça, il y avait des gens de Nokia Espagne qui étaient présents sur le stand d'Intel et qui essayaient de montrer justement des algorithmes basés sur ça, mais j'ai discuté avec la personne, mais si tu as des retours, n'hésite pas. Moi, je peux te parler d'encodeur ATEM qui fait 60 HB sur 1 U avec une qualité équivalente à un encodeur broadcast haut de gamme. Avec une plateforme qui coûte 20 000 €. Donc le prix par chaîne est très intéressant, sans aller dans le cloud pour pouvoir se lancer. Là, on peut faire 60 chaînes avec 20 000 €. Ça permet aussi de lancer beaucoup de chaînes à temps réduit. J'avais une autre question sur le Zixi et SRT, parce que si on parle d'ornage dans le cloud, il faut emmener la vidéo dans le cloud. Et donc il faut protéger le TS, les aléas de la connexion réseau. Donc tu parlais de codec, pour moi Zixi et SRT c'est plus des mécanismes de protection du TS. Zixi propriétaire et SRT open source depuis avril. Moi, les retours que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que SRT a l'air pas mal. Je ne sais pas si des gens ici ont d'autres retours. Tu parlais éventuellement brevet. Pour moi c'est vraiment de l'open source, donc sans brevet. Je ne sais pas si des gens ont des retours sur SRT. Il y a des brevets dessus. Pardon ? Il y a des gens qui ont trouvé des brevets sur Google. Le fait que ça soit sur l'open source et sur la communauté. En fait, c'est séparé. C'est-à-dire que l'open source, c'est juste des questions de ce qu'on appelle le droit patrimonial. C'est-à-dire qu'il donne accès au code et tu peux le réutiliser dans des conditions qui sont garanties. Par contre, rien ne te dit qu'il n'y a pas des centaines de brevets dessus et du jour au lendemain, ils ne vont pas monter un patent pool. C'est ce qui s'est passé sur un package. Ou sur HEVC. Le standard a été fait proprement, tout le monde était content. Quelques temps après, il y a des gens qui sont venus pour dire salut, on a un patent pool et voilà ce qu'on vous demande pour déployer notre technologie. Et évidemment, si tu le fais suffisamment tard, une fois que tout le monde a bien déployé ton standard, en situation de force, tu peux négocier. D'accord. C'est une stratégie industrielle très féroce. Après, je pense qu'on en a parlé sur AV1. Sur AV1, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui disent bon, moi je vais faire un codec open et je vais mettre une petite clause dans la licence qui dit si tu attaques AV1, alors tu n'as plus le droit d'utiliser les produits de Google, Microsoft, Apple, ce qui fait que ça c'est l'arme nucléaire. Évidemment, c'est interdit d'utiliser des services qui sont extrêmement populaires si tu te mets à attaquer une boîte. C'est par exemple ce que propose Apple. Si tu attaques Apple, tu n'as plus le droit d'utiliser un certain nombre de logiciels qui sont couverts par la licence Apple. Donc ça c'est la meilleure défense aujourd'hui face au brevet, et on en a parlé je pense assez extensivement lors de notre dernière session. C'est quand même un problème assez américano-américain aujourd'hui. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais qui était plus liée au low latency, qui est quand même un sujet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question. J'ai vu plusieurs fois la démo sur MPEG Dash. Il y a tout le sujet lié à WebRTC, notamment côté serveur, qui délivre. Et du coup,
comment le marché voit les choses, parce que clairement, tout le monde flippe il y a beaucoup de... C'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent encore le RTMP, non pas parce que c'est peut-être un vieux protocole, mais c'est surtout qu'il est très basse latence et qu'on n'a pas vraiment et qu'on reste sur des temps qui sont très courts. Et du coup, il y a des POC qui avancent, mais est-ce qu'on entend parler de vrais déploiements? Est-ce qu'il y a eu déjà des vrais déploiements à grande échelle faits par des CDN mais quand je parle de la low latency, c'est du end-to-end, c'est-à-dire depuis l'encodeur jusque la fin, pas sur la... Parce qu'il y a deux discours sur le low latency. Il y a le low latency sur la diff, depuis les serveurs de diff jusque le end-user. Moi, ce que je parle, c'est l'ensemble de la chaîne, parce que c'est ce que certaines personnes recherchent. Il n'y a pas d'ensemble de la chaîne. Tu n'as pas de player. Regarde, les players, c'est des players de développement. Il n'y a pas de player de production aujourd'hui. Mais du coup, le problème, il est lié aux deux. C'est qu'il y a toute la chaîne qui a à faire pour gérer le low latency. Et tu as aussi t'as du gros boulot côté player pour pouvoir gérer ça aussi. Parce qu'il n'y a pas... Je pense qu'il y a 3 points sur ce que tu dis. La première, c'est le VRTC, il faut oublier parce que c'est pas cachable. Qui peut se permettre de diffuser un flux par un flux aux utilisateurs, sachant qu'il y a des protocoles qui sont censés permettre de communiquer en peering, mais en réalité, les mécanismes de connexion sont assez complexes, on va dire, et il se peut quand même, à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui peuvent regarder, etc., que tout le contenu transite vers un serveur qui le ferait sur un mode professionnel de diffusion vidéo, tel qu'on connaît. Mais du coup, je ne parle pas de ce que fait Streamroot, je parle du contenu général. Pour moi, VRTC, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur RTMP, puisque tu as parlé de RTMP, il faut savoir qu'on a eu RTP quand même. Un RTP qui marche extrêmement bien, utilisé via RTP à beaucoup d'endroits différents. Alors, on broadcast sur la réception, on l'utilise quasiment dans WebRTC. RTP et RTMP se ressemblent beaucoup. J'allais dire une autre chose, mais j'ai oublié. Il y a beaucoup, quand vous faites du streaming de jeux vidéo et que vous êtes à l'intérieur de votre maison, vous utilisez du RTP. On a ce protocole ouvert. C'est juste qu'il y a eu un moment où on a dit les gens qui distribuent les machines, ceux qui étaient sur Internet, on passait par des nœuds, et les gens qui avaient des nœuds, ils ont dit ouais, mais cette machine, elle a été faite par Cisco il y a 30 ans. Elle a un langage, et il existe 100 techniciens qui sont encore en activité dans le monde. Donc on ne va pas les reprogrammer toutes les machines, ça va nous coûter une fortune. Donc on ne va pas le faire, on ne va pas ouvrir les ports, donc vous allez tous passer sur le port 80. Et donc Adobe, bon c'est pas Adobe, mais ils ont été assez malins pour dire on va tuner les RTMP dans HTTP en attendant que ce problème se résolve. Mais ça n'a pas été fait pour RTP. Du coup, on a commencé à déployer du RTP notamment sur des réseaux mobiles où, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2005-2006, on en parlait avec l'arrivée de la 3G, de diffuser de la vidéo à tout le monde. Et ça n'a pas été fait parce qu'il y avait trop de problèmes qui étaient à trop d'endroits différents. Vous pouviez avoir des signaux qui ne pouvaient pas passer dessus. Et pour moi, RTMP, déjà, il s'est déployé pour des raisons assez pragmatiques. C'est que les gens qui faisaient RTMP ont su faire des choix que les gens de l'EDF. Et puis aussi parce que le player était disponible facilement. Oui, tout à fait. Mais en termes de latence, si tu veux, RTMP est correct en termes de latence. Non, mais c'est surtout le RT qui est important en fait. Comparé au HTTP qui, de par nature, quand tu fais du streaming sur HTTP, de par nature, tu vas induire du temps. Pas forcément, mais il y a un problème avec TCP, en tout cas ça c'est clair. On a un problème. Après, tout ça c'est argumentable, c'est très technique. Il y a des cas, typiquement quand vous êtes en Wi-Fi chez vous, vous ne voulez pas faire du DP, parce que même à l'intérieur de chez vous, votre borne Wi-Fi, elle perd des paquets, donc vous voulez faire du TCP, ils en renvoient sur l'espace de cours, ça se passe très bien. Après, quand vous perdez des paquets, il faut savoir aussi ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on fait du RTMP, quand tu fais du RTMP que tu stream, c'est sur du TCP. Les gens qui font de l'ultra basse latence en RTMP, ils acceptent d'avoir des pertes de paquets. De toute façon, d'une manière générale, l'encodage qui est appliqué sur la vidéoconférence n'est pas le même que celui qu'on applique nous dans nos médias. Et pour répondre à ta question des déploiements, je pense qu'on est un petit peu en avance de phase, mais on voit très bien sur certains sujets spécifiques, des sujets de jeux en ligne, de gambling. De gambling, voilà. Donc, tout ce qui est dans les casinos, etc., les jeux de casino. Il y a des demandes qui sont faites, alors après il y a des régulations parce qu'on n'est pas censé parier si on a eu accès aux résultats, donc ça pose tout un tas de problèmes de synchronisation des nœuds qui peuvent diffuser, etc.
Mais c'est extrêmement... Enfin, nous, ce qu'on montre, c'est que finalement, c'est pas parce qu'on utilise MPEG Dash ou MP4, ok, c'est pas le chemin le plus direct, mais c'est pas ça qui induit la latence. Ce qui induit la latence, c'est qu'on s'est créé un ensemble d'abstractions, et que ces abstractions, on les prend pour acquises, on croit que c'est obligatoire d'avoir des fichiers, etc. Là, ce qu'on démontre, c'est que la durée des segments n'impacte pas la latence, typiquement. Et je pense que c'est ça qui est important, et on peut avoir des latences avec des mécanismes qui ressemblent à ceux qu'on a sur le broadcast, sauf qu'en plus du broadcast, on n'a pas les mêmes contraintes en termes de débit, etc., qui font que typiquement, quand vous recevez votre signal vidéo sur votre set-top box, vous recevez globalement la vidéo une seconde en avance de l'audio, donc c'est une seconde de latence que vous avez aujourd'hui du fait du multiplexage MDV. Moi, j'y crois, personnellement, j'y crois fort, et je pense qu'il y a des vrais cas d'usage avec beaucoup d'argent à se faire qui vont... le gambling, c'est typiquement le cas le plus. Ils sont très. La qualité n'est pas le plus important, mais c'est vraiment la latence, et eux, ils ont vraiment. Quand ils disent moins d'une seconde, c'est vraiment le low latency. Avant d'avoir la chance de travailler justement avec Nicolas chez Akamai sur ces sujets, nous, on avait été poussés par des gens justement qui travaillaient dans le gambling et qui voulaient se débarrasser de flash. Et ensuite, on avait des gens qui travaillaient dans la sécurité. Les caméras de sécurité, etc. Donc, on a quelques gros clients, mais qui n'avaient pas particulièrement besoin de caching, c'était plus pour monitorer un réseau en interne et voir ce qui se passait. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, il y a des cas d'usage. Typiquement, dans le gambling, aujourd'hui, il y a carrément des sports virtuels qui sont auto-générés par des intelligences artificielles. Vous avez des matchs de foot pilotés de PES par des intelligences artificielles. Et vous allez parier pour savoir qui gagne. Des courses de chevaux sur des jeux avec des générations de nombres aléatoires, dans certains pays où c'est plus ouvert comme en Angleterre, et tout ça c'est régulé. Donc vous pariez sur des choses dans des courses virtuelles. Ce qui permet effectivement, parce qu'organiser une course de chevaux, ça nécessite quand même une certaine logistique. Alors qu'organiser une course de cheval virtuelle, ça coûte rien. Et pour les gens qui sont addicts au jeu, ça permet d'avoir une course en permanence. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais effectivement, typiquement, si on pouvait rediffuser, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, peut-être, quand on est en chirurgie ou quand on est, par exemple, sur les réseaux sociaux, on a vu sur Periscope, puisqu'ils ont écrit un article de blog pour expliquer comment utiliser le HLS basse latence. Les premiers utilisateurs qui se pluguent sur le serveur web RTC, qui typiquement peut accueillir entre 100 et 1000 personnes, on va dire. Et puis ensuite, ils font sortir un flux qui transcode dans HLS, soi-disant basse latence, c'est leur petite méthode à eux. Et ils arrivent de l'autre côté, on va servir tout le reste du monde en passant par les CDN. Après, moi, ce que je vois aussi, parce que nous, on a une partie recherche, on a la partie GPAC qui est hébergée à Télécom Paris Tech, juste à côté d'ici, avec des labos académiques. Clairement, il y a beaucoup de projets collaboratifs financés par l'État français ou financés par l'Union européenne. Ça fait des années qu'on parle de cas d'usage hybride. Et maintenant, si vous allez, là, depuis 2-3 ans, on parle de Logic-Based Audio, si vous allez sur le stand de Dolby ou DTS, avec DTSX et puis AC4, où on vous propose de rajouter des commentaires ou d'avoir une qualité supérieure. Donc on vous envoie le minimum vital. Vous avez votre match de foot avec vos commentaires du commentateur quelconque en stéréo qui vous arrive. Et typiquement, ce que propose Dolby, c'est de recevoir des canaux augmentés. Donc vous payeriez un service supplémentaire, par exemple, et vous auriez les commentaires de vos commentateurs favoris. Voilà comment la chaîne de valeur a l'air de s'organiser aujourd'hui. Après, c'est encore un tabou. Ça répond à ta question? Oui, non, mais c'est. En fait, on voit beaucoup de buzzwords, et notamment il y a eu un gros travail marketing autour de la définition de low latency, qui a fait que ça a été complètement redéfini, puisqu'auparavant, le low latency, globalement, c'était moins d'une seconde, voire même moins. Et maintenant, on se retrouve avec une définition de low latency. On parle de ultra low latency quand on est en dessous de la seconde, dans le cas de certaines sociétés, et on parle de low latency quand on est entre 1 à 5. Ce qui est énorme en fait, 5 secondes. Ouais, mais compare ça aux 15 ou 30 secondes que tu as. Ah, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que, voilà, il y a aussi ce. En fait, on devrait l'appeler broadcast latency, quoi. Par exemple. Mais parce que c'est ça la différence avec le RTC. Moi, je le vois bien quand on faisait une communication avec Nicolas sur Twitter. Je voyais les gens, les médias serveurs, qui me disaient
Les mecs, arrêtez votre abus, vous êtes à 1 seconde 5 de latence dans un browser et vous me dites que vous faites de la basse latence, on fait communiquer des gens en temps réel. Oui, d'accord, mais c'est quoi le coût de déploiement aussi, tu vois? Si moi je prends un usage et je fais regarder une chaîne de télé en utilisant WebRTC, je m'explique le modèle économique. Hein. Moi j'attends qu'il y ait un CDN qui fasse une diff mais grande échelle, donc c'est plusieurs dizaines voire centaines de gigs en WebRTC, et j'attends voir l'input. Ça. Google propose en partie du caching. Alors Google, ce qui se propose, c'est qu'une fois que le contenu WebRTC est à l'intérieur de leur CDN, eux ils acheminent le contenu en interne vers l'utilisateur les proches. Mais moi, ce que je trouvais intéressant, personnellement, ce que je trouvais intéressant dans WebRTC, c'était la capacité que les peers puissent communiquer les uns avec les autres et qu'on bypasse ce serveur central. Pour moi, à partir du moment où on se connecte directement vers le serveur de Google, je vois moyennement l'utilité. Je préférerais encoder une image, peu importe le device. On a une caméra, elle fait une capture, on l'encode, ça va très vite. Aujourd'hui, on a des accélérateurs partout, je la pousse. Point, barre. Et de l'autre côté, j'ai un utilisateur, on va le capturer proprement pour avoir des temps, et de l'autre côté, l'utilisateur le reçoit, il regarde quel est le jitter, il prend ce qui va bien, et s'il veut être en ultra low latency, on fait exactement comme on a sur le WebRTC, au moment où on décorrèle l'audio et la vidéo. On garantit que l'audio est continu, parce que quand il y a des discontinuités dans l'audio, tout de suite on est dérangé. On essaye de garantir la continuité de l'audio, et puis la vidéo, on la joue au fur et à mesure qu'on reçoit des images, caméra framerate, qui est variable selon la taille des images. Bon, ça c'est ce que personnellement je pense. Et c'est pour ça que je pense que les CDN ont un rôle, grâce à ça, ils ont un rôle central. Et après, il y a une deuxième chose sur laquelle ils ont un rôle central, c'est sur la standardisation. Quand vous faites SRT et vous dites ouais, je vais pousser machin milieu, c'est évident, personne ne sait ingester votre contenu, parce que même si vous faites une build et qu'il y a des codes sources, il y a un moment où il faut qu'il y ait des gens qui aient des ressources pour l'intégrer, pour faire des tests, et pour être capable ensuite de rediffuser ce signal Et de ce C'est des problématiques pas évidentes, et c'est vrai que je suis content d'avoir des CDN ce soir dans la salle, parce que justement, il faut que tout le monde s'y mette pour que ça marche. Merci. Merci Romain. Merci beaucoup Romain de nous avoir fait un super talk une fois de plus. Merci encore à Célexis pour nous avoir accueillis et pour les pizzas qui nous attendent juste dehors. Merci à Nico pour avoir filmé. Encore une fois. Et puis rendez-vous le 23 novembre, jeudi 23 novembre.